Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Ma première course de trail. C'est en 2012, à l'âge de 29 ans, que j'ai décidé de me prendre en main. Père d'un jeune garçon de 3 ans, je voulais me faire un cadeau pour mon changement de décennie et pour être présent pour faire des activités avec mon fils. L'homme que je vois dans le miroir, devenu sédentaire et maussade, me prouve qu'un changement drastique s'impose. C'est à ce moment-là que l'aventure du bitume entre dans ma vie. 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Je pense à chaque entraînement que je vais mourir tellement que c'est difficile. Mais je me suis entêté et je persévère. Je ferai mon premier 5 km quelques semaines plus tard. C'est en 2014 que je fais mes premiers pas dans une trail. Pas à la course, mais plutôt en randonnée. Cet automne-là fut une saison particulièrement difficile pour moi. La séparation avec la mère de mon garçon, la vente de la maison et une garde partagée font que l'ambiance dans mon petit 3,5 sombre n'aide pas à ma joie de vivre. Ma sœur, ne sachant plus quoi faire pour me changer les idées, m'invite à une fin de semaine dans le nord des États-Unis pour grimper le mont Jay dans les Adirondacks. Malgré mon moral de départ plutôt morose, j'avance un pas à la fois dans cette journée enneigée de novembre jusqu'en haut de cette immense montagne. La vue au sommet est à 360 degrés et le ciel est totalement dégagé. Je me sens bien. Je prends une grande respiration et je retrouve le Pierre-Luc qui peut tout réussir dans l'adversité. La nature me permet de gérer la douleur que je porte constamment sur mes épaules. De respirer de l'air frais et vif des montagnes m'apaise et me fait simplement sourire. Est-ce qu'il serait possible que j'aie trouvé une activité qui me permet d'être heureux, tout simplement? En 2015, la vie a repris son cours et j'ai rencontré une personne merveilleuse qui m'accompagne lors de ma première vraie course de trail. Elle deviendra ma future femme quelques années plus tard et avec une demande après une très longue balade, mais on ne le sait pas encore, ni un ni l'autre à ce moment. À cette époque, je n'ai pas vraiment couru en trail. J'ai envie de dépasser la simple rando, je veux courir dans le bois, me sortir de ma zone de confort. C'est à la fin du mois de mai que je décide de vivre à fond ma passion de trail sur le 21 km de Sutton. C'est un demi-marathon. J'en ai déjà fait quelques-uns, ça devrait bien aller. La veille de la course, je vais chercher mon dossard à la station de ski Sutton, le camp de base. Mon beau-frère vient avec moi et il en profite pour me montrer les sommets à franchir durant la course sur le profil des montagnes. Tout à coup, je me rends compte que l'ampleur de la tâche et me questionne sur mon jugement lors de mon inscription à cette épreuve. À quoi j'ai pensé? On parle du côté technique des trails et du dénivelé. Honnêtement, je comprends pas exactement de quoi il s'agit. Ma belle naïveté de coureur novice en sentier va, comme à de nombreuses reprises dans le futur, apprendre à la dure les rouages de la trail. Est-ce que mon expérience sur la route et en randonnée vont m'aider à me sortir de ce bourbier? J'en ai aucune idée. La chaleur est présente dès le départ. La première leçon de la journée, je ne suis pas assez entraîné pour courir dans ces conditions. Après seulement 5 km dans la course et une première grosse montée, je suis déjà dans le rouge. J'ai essayé de courir depuis le début, grosse erreur, et deuxième leçon appris dans la douleur. En trail, tu peux marcher, c'est correct. J'ai le désir profond d'abandonner la course. Mais comment qu'on se sort d'une course de trail? Avancer est ma seule voie possible. Je commence donc à marcher jusqu'au prochain ravito, qui se situe tout en haut de la montagne. Rendu là, si je veux quitter, je dois descendre une piste de ski abrupte. Je me dis que continuer risque d'être moins épais finalement. Les kilomètres avancent, avec la découverte de nouveaux muscles qui crampent à chaque pas, roche ou racine. J'entame finalement la dernière descente qui me ramène au centre de ski de Sutton. Je traverse la ligne d'arrivée avec une démarche peu orthodoxe et le teint d'un mort vivant. Je peine à croire ce que je viens d'accomplir. Un mélange de fierté, de douleur et de dépassement de soi. Je sais pas comment exactement je me sens. Tellement vide d'énergie, mais plein d'une vibe de bonheur. Est-ce que cette nouvelle sensation serait le résultat des endorphines? Salut tout le monde, aujourd'hui on est en direct du parc de la Jacques-Cartier dans une yourte, fait que c'est possible que vous entendiez des oiseaux, des autos et des enfants pleurer. C'est un amalgame de tout. On est en camping. C'est un à la bonne franquette. Pour le premier épisode, pour ma première course de trail, on a invité mon beau-frère Bernard, bienvenue à l'épisode.
Bonjour tout le monde. On t'a invité justement parce que t'as connu mes débuts, mes débuts. J'ai connu assez... les pré-débuts aussi. Oui. Mais en fait, t'es un peu la cause du début aussi. Une des causes. Une Peut-être des causes, la bougie d'allumage, Oui. mais il y avait quelque chose qui se tramait là, Oui. avant que j'apparaisse dans le portrait aussi. Là. C'est ça, quand t'es arrivé dans notre famille, on n'était pas vraiment des sportifs de base. On était... Ben, en tout cas, moi... Disons sportif, un autre type de sport. Là. Ouais, le lever le coude était plus mon sport préféré que Exactement. d'aller courir dans le bois. Mais c'est ça. Au début, je pense que on avait été voir le marathon de Montréal, je pense. Là, on est allé voir les coureurs. Ça a fini que tu m'as dit, je fais mon premier marathon à Ottawa en 2012 de mémoire. Ouais, ben, quoi à l'époque, je pense que... Ouais, là, je m'en rappelle. Donc, on est à l'automne 2011. Je m'étais entraîné pour un demi-marathon que j'avais fait, je crois, au printemps. Ouais, c'est ça, ok. Puis t'étais à Montréal, j'habitais à Villeray à l'époque. Puis Ouais. on avait vu les coureurs là, du marathon de Montréal passer devant nous. Puis à ce moment-là, là, je m'entraînais pour mon premier marathon qui était Québec. Ouais. L'histoire a voulu que mon premier marathon n'aura pas été Québec. Mais ce qui m'a amené 6 semaines plus tard là, à Ottawa, où toi aussi tu as commencé ta course. Ouais. Moi, j'existais pas encore dans ce temps-là. J'étais juste comme... J'existais, mais ailleurs. Pas dans la famille. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça. J'en ai entendu beaucoup cette histoire-là. Puis ça a été comme la bougie d'allumage, le spark que ça prenait. Puis là, c'est ça. De là, je me suis inscrit. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner comme tout bon personne qui s'entraîne sur un 5 km. Ben, all-in en partant pour voir si je suis capable de le faire. Ça va bien aller. Parce que tout le monde sait qu'en course, la façon de s'améliorer, c'est d'essayer de battre son record à chaque entraînement. Ben oui. Donc on prend la même distance, puis à chaque entraînement, on essaie de le faire On plus peut vite. juste un petit peu plus. Puis avec ça, c'est une progression là, très constante. Mais on appelle ça la méthode Fortin. Parce que de génération en génération, je pense qu'on C'est vrai que moi, j'ai initié plus d'un Fortin à la course à pied. Oui. J'ai passé Pierre-Luc, son père, Marilyn qui est ma conjointe. Et je peux dire là, qu'ils ont tous le même réflexe là, d'y aller all-in en partant. Ouais, c'est pas mal tout ou rien, nous autres, dans la famille. C'est ça. Mais c'est comme votre marque de commerce. Ouais, c'est ça. Mais après ça, on apprend, on ralentit un peu. Un petit peu. Un petit peu. Ça prend du temps à apprendre. Il y a des fois où on peut pas dire que vous avez appris tout vite. Puis je pense que des fois, vous avez encore des choses à apprendre. Mais en tout cas, bref. On aime apprendre à la dure, c'est pas pareil. C'est ça. Apprendre dans la douleur. Parce que j'ai commencé, moi, c'est 1 minute de marche, 1 minute de course avec un petit programme sur iPod. C'était Couch to 5K, je pense. To 5K. OK. Fait que c'est vraiment été 30 secondes au début, après ça 2 minutes de marche, après ça y aller progressivement, puis ça a été... Ouais, 5 km je capotais, moi je trouvais ça tellement long, puis toi t'allais courir ton marathon, c'était impossible à courir. Peux-tu nous rappeler, là, qu'est-ce qui a fait que t'es passé de la couch potato qui fait des concours de boissons à je veux faire un 5 km? Je pense à cette époque-là, j'étais à 29 ans. C'est ça. Je passe mes fins de semaine assis sur le divan à écouter des séries, à pas faire grand-chose, à prendre une bière. À quoi? Puis à boire. Boire de l'alcool, qui est pas mauvais. Non, c'est En très petite bon. quantité. C'est ça. Puis c'est ça. J'essaye de jouer avec mon garçon, j'ai pas d'énergie. À ce temps-là, il y a 2-3 ans. Fait que c'est comme... Ah, je passe-tu ma vie vraiment de même? Fait que là, je me suis dit, bon, on va reprendre en main. On va essayer quelque chose de nouveau. On va essayer la course. C'est ça, tranquillement, tu sais, veux pas. Quand t'as réussi à passer, au lieu de courir d'un poteau à poteau, mais t'en cours de 2 poteaux, ben c'est comme, il y a de la progression, puis tu vois que maintenant, je suis capable, pas pire qu'un autre, puis tranquillement, pas vite, ça y était. C'est encourageant. C'est ça, puis tu sais, c'est drôle parce que moi aussi, je repense à mes débuts d'entraînement. Moi, j'avais commencé à m'entraîner un peu de même, puis quand ça s'est vraiment mis à kicker in, tu sais, c'était un spark de même, j'étais pas capable de faire ce que je voulais faire. J'avais vu mes photos d'à Noël, que j'étais, dans le fond, la grosseur de ma cousine puis ma soeur, les deux ensemble, sur la photo. Puis là, j'ai fait « Ah, ça marche pas! » Puis moi aussi, quand j'étais la première journée que je suis arrivée au gym, parce que moi, je me suis inscrite au gym, je me suis pris un entraîneur et tout ça, là, j'ai marché 20 minutes sur le tapis. Puis là, après ça, elle me dit, tu préfères de l'elliptique? J'ai fait 2 minutes. J'ai comme fait, moi, faut que je m'en aille chez nous, je suis brûlée. Ouais, c'est ça, les premières fois qu'on dépasse nos limites, on n'est pas habitué. Quand tu es rendu un sportif, puis tu fais des marathons, des trucs comme ça, là, tu sais,
Tu sais que ça va passer, puis maintenant tu vas continuer, il n'y a pas de problème. Mais les premières fois, on dirait que tu vas mourir. C'est terrible. Oui. Moi, écoute, honnêtement, ça m'a pris des mois comme trouver comme mon confort là-dedans. Tu sais, le fait d'être inconfortable confortable dans l'inconfort, là, ça m'a pris des mois. Mais tu sais, une fois que tu l'as vécu, puis que tu l'as pu après, tu fais comme il manque quelque chose. Ouais. Comme si mon premier 5 kilos, je m'avais blessé d'un genou, là, parce que j'avais essayé sûrement de pousser la machine juste un peu avant pour voir si j'étais capable de faire en bas de 30 minutes. Fait que là, je me suis scrappé un genou. Puis là, ma blonde de l'époque, j'ai dit que j'allais pas courir la course. J'allais juste là pour encourager, mais finalement, j'ai pris mon dossard puis je l'ai fait pareil, parce que j'ai une tête de cochon. Finalement, ça s'est quand même bien passé. Mais après 3 km, j'ai pensé à arrêter parce que je trouvais ça rough puis je voulais marcher. Je trouvais ça trop pénible. Mais ça fait drôle, ça fait pas si longtemps que ça. Puis là, à cette heure, c'est comme un 5. C'est un training normal. Là. Puis ce 5-là aussi, à mon souvenir, c'était pas un 5 de route traditionnel. On était pas mal dans la côte. Oui, il y avait quand même de la côte. Dans la campagne là, autour d'Ottawa. Là. Ouais. Donc, il y avait déjà un bourgeon là, de trail là, qui commençait à éclore là, sans qu'on s'en rende compte. Là. Ouais, c'est ça. On sait jamais des fois ce qui peut arriver qui peut te changer ta vie. Puis je pense que cet événement-là a fait décoller quelque chose. Là. Ah ouais. Parce que dans ce temps-là, fallait que je cours avec de la musique. Puis fallait que je traîne toutes mes affaires. J'étais pas mal plus... Non, là, t'as tu. Moi, la question que j'aurais, c'est... là, un 5 km, tu t'étais quand même dit, je vais m'entraîner pour faire le 5 km. Est-ce que tu te rappelles, c'était combien de semaines d'entraînement, puis quel genre de programme tu faisais pour te préparer pour un 5 km alors que t'as jamais... Toi, c'était même pas genre jamais couru, c'est genre jamais vraiment fait de sport là, de façon intensive. Là. Donc, comment tu t'étais préparé pour ce 5 km-là? Assez ordinaire, là. T'avais pas acheté un livre? Non, pas à ce moment-là. Moi, non, mon souvenir, c'était 2-3 semaines d'avance. Ouais, je pense... Ouais, c'est ça. C'était un mois. L'entraînement, ça a peut-être été un mois avant, finalement. Alors, à repenser, ça aurait plus d'allure. Parce que pour que je me sois blessé, j'ai dû pousser un peu trop vite. Ah, oui, effectivement. Ouais, puis je me rappelle des crampes de mollet, puis des affaires pas d'allure. Mais tu sais, je courais sur du plat, puis... T'avais sorti un vénérable... t'avais franchi la barrière des 25 minutes ou... Non, je pense 27 ou 28 minutes. Mais c'est quand même excellent. Non, mais il partait de son sofa, là. Ouais, c'est ça. C'est bien encourageant pour bien du monde, là, parce que sérieusement, j'avais pas d'allure côté cardio, là. Tu sais, j'ai toujours la petite shape, mais ça veut pas rien dire, absolument rien dire. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qui déterminait. Ça t'a peut-être aidé à faire ton en bas de 30 minutes, mais le cardio, tu l'as pas, là. T'avais-tu un objectif? Tu sais, quand t'as aucun référent. Honnêtement, c'est ça, j'avais pas de référent. Puis, tu sais, rendu au kilomètre 3, mettons, tu sais, le cœur me débattait. Je suis là, c'est-tu normal? Tu sais, j'ai commencé à se claquer un peu parce que je savais pas trop si t'allais survivre aux 2 c'est ça, parce qu'il me reste 2 kilos, c'est presque la moitié de la course. Mais au début, là, moi, j'imaginais ça, tu sais, là, puis 1 kilo, mais c'est donc ben long, 1 kilo. À cette heure, on dirait comme qu'on n'a pas le même référentiel de distance qu'avant. Ouais. Quand tu commences puis que ta course est de 5 kilos, tu te dis, mais c'est donc ben long. Puis là, tu vois le premier kilomètre passer, puis là, tu te dis, hey, il m'en reste 4. Puis on dirait que plus tu fais de la distance, t'es comme, 4. C'est pas pire. Tu sais, c'est... Ouais, puis quand j'ai réussi ce 5-là, ben, mon père, il me dit, hey, il y a la course des Pichoux, c'était en mars. On va faire un 15. Oh, t'as peu, là. C'est 3 fois la distance que j'ai de la misère à finir. Et là, le niveau de stress a monté à côté, là. C'était comme... Ok, peux-tu faire ça, là, à 15? Là? C'est plus que 10. Le plus que 10 est quand même quelque chose. Ouais, t'as comme des barrières psychologiques par rapport à c'est tellement psychologique parce que c'est tellement beau. Ce 15-là aussi, il y a quelque chose qui est plaisant, c'est que tu pars de Jonquière puis tu te rends à Chicoutimi. Donc il y a aussi un défi géographique là, dans le sens où hey, je voyage entre deux villes c'est ça. Oui. En courant. Puis il est plus en descente qu'en montée aussi. Fait que ça aide. Mais ça a été une belle expérience aussi finalement. Puis après ça a chamboulé. J'ai commencé mon demi-marathon, je pense, une couple de... Puis à quel moment là-dedans que tu as commencé à faire des entraînements plus structurés? T'sais, je me rappelle, je t'avais référé courir à votre rythme. C'est peut-être au premier demi que j'ai fait que j'ai commencé à être un peu plus à la coche côté entraînement. J'ai toujours été un peu fait à ma tête, là, mais
Ouais, je sais que t'as discipliné là, sur le concept d'intervalle, puis accepter que le R1 est plus lent pour pouvoir aller plus vite en R3, R4. Ça a été bien difficile. Là. Oui, ça a été très long à rentrer dans ma route. R1 trop vite, mais R3, R4, des fois pas assez vite. Parce que tu t'es trop brûlé dans le R1. Ben c'est ça. Quand tu te reposes pas dans ton R1, t'es pas capable de pousser dans ton R3, R4, là. Vous parlez, puis je sais déjà même plus de quoi vous parlez. ça a juste jamais rentré. Là. Puis aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à l'époque, Pierre-Luc habitait à Sainte-Madeleine. Donc, son entraînement le faisait dans des rangs droits d'une longueur interminable. Donc, il y avait toute une épreuve aussi psychologique là, de s'entraîner dans ce cadre-là. Personnellement, moi, je pense que je serais pas capable. Fun fact, c'est mon premier marathon. Faut toujours faire un 30 kg. Fait que je m'avais fait déposer à 30 km de la maison dans des champs puis tout ça. Cette journée-là, il y avait des gros vents, pas d'allure. Il y avait de la pluie. Je me suis fait courir par 2 chiens. Puis ça a fini, je me suis démoli un genou avec une fâchette plantaire. Ça, c'était avant ton marathon, hein? Ouais, 2-3 semaines avant. Mon premier marathon à vie. Ouais. On a failli se croiser, c'est vraiment drôle parce que Pierre-Luc et moi, à ce moment-là, on se connaissait pas. Puis lui, il a fini son marathon. Puis moi, j'ai fini mon demi-marathon à Ottawa en 2014 et on a presque fini comme ensemble. À peu près au même temps, c'est qu'on aurait comme pu se rencontrer là. Puis on s'est peut-être rencontrés puis on s'est juste pas vus. Mais c'est vraiment drôle parce qu'on a comme quasiment fini en même temps. Moi, j'étais là pour le demi cette année-là, 2014. Puis ça a été le marathon le plus... Il m'a tellement fait mal. Au kilomètre 5 que j'ai commencé à avoir une douleur intense au genou. C'était un coup de couteau là, à chaque pas que je faisais. Là. Fait que j'ai tenu ça jusqu'au 42. Là. Ça avait juste pas d'allure. Là. Ça faisait tellement mal. Là. Par contre, à ce moment-là, c'est là qu'on a vu que... On a commencé à voir un peu ton profil de coureur là, qui commençait à se dessiner. Là. Donc... je pense que c'est 5e kilomètre cette douleur-là. Là. Ouais. Donc, t'as littéralement marché là, combien de kilomètres sur le 42? Hein? Ouais, tu sais, j'ai fait 4h30, je pense. Fait que... Exact. Donc là, ce qu'on a pu voir à ce jour-là de Pierre-Luc, c'est que Pierre-Luc, c'est pas nécessairement le coureur le plus rapide. Mais il y a rien qui va l'arrêter. Ah non, il est déterminé. Il va se rendre au bout de l'épreuve, même si ça lui prend un temps absolument épouvantable. Il y a une résilience mentale, il y a une force psychologique hors du commun. Ah, mais c'est écœurant parce qu'il y a plusieurs courses que moi, j'étais là où il partait puis il disait « Ah, là, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, si j'ai trop mal ou si ça marche pas, je vais arrêter. » Il a jamais arrêté une maudite course, là. Jamais. Mais là, il y a un autre phénomène aussi dans le profil de personnalité de Pierre-Luc. Pierre-Luc a le malheur de toujours se blesser avant ses courses. Donc, moi, je dirais, peut-être moins dernièrement, mais moins dernièrement, dans ses premières courses, mais Pierre-Luc était toujours blessé sur la ligne de départ. Et là, il nous dit « Ah, je sais pas si je vais finir. Ah, mes objectifs de temps, il n'y a plus rien qui tient la route. » Et il finit toujours la course. Donc, à chaque fois, moi, je pense qu'il veut baisser les attentes de son public et les surprendre. Mais c'est sûr que là, l'effet de surprise fonctionne moins avec le temps. Parce que là, on le sait, là. Mais c'est vrai que j'ai fait au moins 4 ans de ça, je suis blessé, je sais pas si je vais finir. Oui. Je pense mentalement, j'avais besoin d'être blessé pour pouvoir me dire, au moins j'ai une sortie si jamais il y a quelque chose. Je pense que dans les dernières années, dans le fond, t'as réussi à passer ça. Parce que tu as réussi à t'entraîner plus intelligemment et de récupérer plus intelligemment aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup partie de nos discussions. J'ai appris beaucoup à la dure. Fait que j'ai appris quand même des choses par rapport à tout ça. Puis maintenant, je pense que je suis mieux. Ben oui, je crois. Oui, mais tu sais, on a toujours la discussion à toutes les années, là, puis elle arrive toujours au même moment. Là, ben cette année, à cause de la fameuse COVID encore... De quoi tu parles? Tout notre calendrier a été chamboulé, mais d'habitude, tu sais, au mois de janvier, février, Pierre-Luc monte son calendrier de course, puis d'entraînement, puis là, il étale tout ça, puis là, il met ses kilométrages, puis il commence à s'entraîner, puis là, un moment donné, il fait « Oh, il y a rien qui marche, j'avance pas, c'est ben trop dur. » Puis là, je suis comme « Ok, t'es d'un temps, d'habitude, cette année-là, là, tu trouves que rien qui marche. » Puis là, à partir, mettons, du mois d'avril, là, tu commences à avoir des petites douleurs en arrière des genoux, en arrière les ischios, les mollets. Là, je suis comme « Ok, on est d'un temps. » Mais toutes les années, on a exactement les mêmes discussions, à peu près au même moment dans le plan d'entraînement. Tout le temps. Ben, c'est dans le temps que je monte mon kilométrage. C'est exactement ça. Puis... C'est exactement ça. Mais c'est beau, on a la même discussion à toutes les années.
C'est juste qu'à cette heure, on dit mieux les blessures, je pense, mais... Tu sais, on dirait qu'à cette heure, t'es comme plus capable de lever le pied. Tu sais, de dire comme, OK, là, j'ai mal, OK, là, ça marche pas, je vais me reposer, je vais modifier mon plan, puis ça va repasser. Au début, t'étais plus comme, c'est mon plan, je suis mon plan. Mais à cette heure, on dirait que comme tu t'écoutes plus. Parce que je connaissais pas ça, tu sais. Fait que le plan me dit de faire ça, je le faisais parce que c'est des professionnels, moi, je connais fuck all. Fait que c'est comme, je vais suivre ce qu'ils me disent. Mais là, maintenant, je monte mes propres plans, puis je le sais. Puis tu t'écoutes. Ben, c'est ça. Si je fais trop de kilométrage, je sais que maintenant je vais exploser, c'est pas bon. Fait que, tu sais, je suis mieux de le disperser dans ma semaine, me faire des semaines de gros dénivelé. Ben, j'y vois avec le principe du 1, 2, 3, là, tu sais. Je monte graduellement jusqu'à ma 3e semaine. Après ça, je redrop, mettons, une semaine de 5, une semaine de 6 heures, une semaine de 8 heures d'entraînement. Puis aussi, ben, une semaine sur 2 modifie aussi ton plan de course. Ouais, c'est ça. Avec mon gars, c'est sûr, ça change les choses, là, parce que là, je veux pas passer de la vie de famille aussi, là. Ça, c'est un autre point. Il doit y avoir un aspect de sagesse aussi, là, quand ça fait plusieurs années que tu cours, tu sais que dans une année, il y a des hauts et des bas. Ouais, c'est Puis que c'est normal. Ça n'existe pas une année où tu es sur un haut tout le long. Non, c'est ça. Et chaque bas a une fin aussi. Là. Oui, puis chaque bas te sert à quelque chose. Exact. Donc avec le temps, on devient un peu plus... On est plus capable de prendre un peu de distance. Oui, c'est ça. La résilience de sportif, comme vient avec l'expérience. T'as moins comme l'espèce de passion du début, mais c'est comme une relation, là. Tu sais, t'as moins la passion du début, mais t'es plus capable de regarder tes affaires aller puis de voir comment ça va pour vrai, tu sais, comme ta situation de course, ta situation physique puis tout ça. Toi aussi, dans le fond, ça fait super longtemps que tu t'entraînes, tu dois voir aussi ça, puis dans le fond, t'as varié un peu de sport avec le temps, puis dans le fond, tu dois voir la même chose aussi. Parce que tu partais pas dans la même place que moi, là. Toi, t'as toujours été sportif dans ta vie. Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais adolescent, je faisais de l'athlétisme du demi-fond là, au niveau élite. Donc, j'ai toujours eu cette base-là là, de 3 ans d'athlétisme, 6 jours semaine, beaucoup d'éducatif, beaucoup de temps passé sur l'anneau à courir en rond avec des coachs qui te reprennent au niveau de la technique. Mais ce plaisir-là de l'exercice est toujours resté. Puis moi, c'est direct. Là, quand j'arrête de faire de l'exercice, je deviens de mauvaise humeur, je deviens une mauvaise personne. Donc, ça fait que j'ai toujours été resté actif. Donc, quand j'ai commencé la course, ça a été de façon assez douce. Ouais. Puis ça fait 10 ans là, que je fais disons, 3 à 5 entraînements par semaine de course à pied. Là. Donc, ça, tu sais, vous partiez pas du tout de la même place, là. Puis dans le fond, c'est le fun parce que, tu sais, puis moi, j'ai pu voir le cheminement, j'ai pas vu le début, le spark, tu sais, dans le fond, du début de course à Pierre-Luc, mais j'ai vu comme le début de trail de Pierre-Luc, parce que j'étais comme là à sa première course. Puis là, j'ai vu Pierre-Luc un peu te contaminer par la trail. Puis dans le fond, que toi, tu viens de commencer un peu plus à augmenter tes distances en trail aussi. Comment, dans le fond, t'as fait le passage vraiment de la course sur route à la course de trail? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené? Peut-être faire un parallèle avec Pierre-Luc. Je sais que Pierre-Luc, toi, entre autres, le chronomètre, ça n'a jamais été l'amour fou entre toi et le chrono. Là. Donc, faire des entraînements à l'intervalle avec tel temps, après ça, planifier ta course en disant il faut que je tienne 4,40 pendant tel nombre de kilomètres, ça n'a jamais été ton... Non, ça t'a jamais... Non, tant que ça, là. C'est ça, mettons, sur un demi, j'aime ça avoir, tu sais, j'avais des objectifs, mais sinon, c'était à peu près le seul niveau que j'avais le goût d'avoir un objectif. Sinon, le reste, c'était comme, va finir, c'est correct. Moi, en tout cas, ma théorie à 2 cents que j'avance, c'est que Pierre-Luc a fait la transition de la course sur route vers le trail, entre autres, parce qu'il n'était pas un accro du chrono, et même que peut-être que le chrono nuisait à sa relation avec la course. Donc, quand on devient esclave du chrono, des fois, ça peut créer une pesanteur qui fait que tu cours plus pour courir, tu cours pour un chrono, puis là, tu n'atteins pas tes objectifs, puis finalement, ce qui devrait être un plaisir devient un fardeau. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai eu à peu près un cheminement semblable, mais sur beaucoup plus long dans le temps. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de demi-marathons, j'ai fait des marathons, après ça, j'ai fait du triathlon, puis j'ai quand même accompli là, des temps très, très respectables. Puis quand je suivais la recette de mes livres d'entraînement qui disait tiens, tel nombre de minutes à telle vitesse, tel nombre de minutes à telle vitesse, puis tout ça, c'est comme une recette magique. J'arrivais toujours à rencontrer mes objectifs.
Mais en course à pied, plus on progresse, plus après ça, faire un gain marginal devient difficile. Tu fais des gains de secondes, plus des gains de minutes, là. Quand tu atteins une certaine limite, tu sais, au début, tu peux améliorer ton 5 km, tu t'entraînes, tu le fais 30 minutes, l'autre d'après, tu le fais en 27, l'autre d'après, tu peux le faire quasiment en 25. Mais quand tu atteins un certain niveau, tu gagnes 5 secondes, 10 secondes, à un moment donné, t'es comme, mon Dieu, que je m'entraîne fort pour pas gagner rien. Non, c'est ça. Donc moi, j'ai atteint à un moment donné un niveau où ce gain marginal-là devenait de plus en plus difficile à atteindre. Ouais. Aussi, au niveau de ma carrière, a pris un certain essor. J'ai 2 enfants, donc peut-être un peu moins de temps, mais surtout, je me rendais compte, peut-être l'année passée, l'été dernier, chaque entraînement était un peu un fardeau, là. Donc, je courais toujours au chrono. Probablement qu'à ce moment-là aussi, j'avais pas tant bonne forme physique et je respectais pas les principes de base qui disaient ton R1, c'est ton R1, il faut que tu sois en endurance fondamentale, il faut que tu sois capable de maintenir une conversation. Moi, je m'étais mis en tête que mon R1 s'était rendu 4,50, alors qu'à ce moment-là, mon R1 était peut-être 5,10. Ce qui faisait que j'étais toujours en train de pousser un petit peu trop que qu'est-ce que j'aurais dû. Puis j'étais plus heureux là, comme coureur. Là. Donc, je courais pour faire mon programme puis tout ça. Et mon problème, moi, c'était le chronomètre. Et c'est là que la trail a pour moi le plus gros atout. C'est qu'en trail, tu sais jamais quel temps tu vas faire. Ça dépend tellement du dénivelé. Tu peux courir à 16 minutes du kilo pendant un bout, puis après ça, courir à 4,30. T'as aucune idée. Donc, ouais, c'est ça, la partie où à 16 minutes du kilo peut être très impressionnante. Là, puis mais c'est ça, c'est parce qu'en trail, le chrono perd un peu son sens parce que même si tu fais la même trail à 2 moments différents, s'il pleut, s'il fait extrêmement chaud, s'il y a de la neige, si c'est l'automne, si c'est le printemps, ton temps sera pas pareil parce que les conditions environnementales vont faire en sorte que ça va modifier ta trail. Ton temps a un peu comme veut rien dire. Tu sais, puis l'amélioration pour toi-même peut être vraiment plus intéressante. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, moi aujourd'hui, j'ai fait une trail intermédiaire, puis ça a super bien été comparé à l'autre semaine que j'ai fait une trail intermédiaire, puis ça a super mal été. Puis... Moi, j'ai eu le temps de la faire 2 fois. Oui, je sais. Moi, je l'ai faite une fois, puis mais je suis très satisfaite. J'ai pris des photos, j'ai checké les animaux, j'ai pogné des grenouilles. C'était parfait. Si tu veux continuer avec ton... Ouais, ben en fait, c'est ça. Donc moi, la trail m'a fait renouer avec le R1, mais la définition même du R1, qui est une vitesse que tu peux maintenir pour une durée de temps... Je dirais pas infinie, là, mais très, 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 très longtemps. Que tu es dans le confort, puis que tu t'amuses. Puis le R1 en trail, des fois, c'est 16 minutes. Des fois, c'est 6 minutes. Ça dépend du dénivelé, ça dépend des conditions. Puis il n'y en a pas de problème. Non, donc, c'est ça que j'aime. Puis ça m'a aidé à me libérer de l'esclavage là, du chronomètre auquel j'avais quelques difficultés, là, surtout les 2 dernières années. Ouais. Parce que, comme moi, sur ma montre, quand je vais courir en montagne, j'ai le temps, le dénivelé, mon allure, mais pas mon allure moyenne, juste mon allure présentement, puis le dénivelé. J'ai-tu déjà dit? T'as peut-être le temps total? Le temps, le dénivelé, l'allure. L'allure en direct, c'est ça, pas la moyenne. Puis le dénivelé, c'est ça. C'est ça. Pas la distance? Oui, j'ai la distance. C'est ça, celui-là qui nous manquait. J'ai 4 items, en tout cas. C'est celui-là qui nous manquait. Je veux même pas l'allure moyenne. C'est juste, OK, je suis à ça, OK. Ça va bien. Tu sais, si je monte, c'est vraiment brut, je suis à 16 minutes, mettons, du kilo, mais elle me dit, OK, parce que c'est normal, parce que ça n'a pas de bon sens comment ça monte. Tantôt, ça va se replacer, puis c'est correct. Puis on continue, puis aussi, une des grosses différences qui, pour moi, rend la trail attrayante, c'est que sur route, encore une fois, moi, je suis accro des données, donc je suis toujours en train de regarder ma montre. Parce qu'on va se le dire, là, la route, t'as moins besoin de regarder le sol. Tout à fait. Souvent, t'es dans un environnement plus urbain, donc il n'y a pas tant de choses que ça à voir. Là.
Versus en trail, si tu décides de trop regarder ta montre. En fait, souvent, la seconde où je regarde ma montre, c'est souvent là que je m'enfarge dans une racine ou dans une roche. Ouais, faut que tu sois stratégique quand tu Donc, en trail, t'apprends rapidement que tes yeux, il faut que tu les gardes sur le sol. Ouais. Pas sur ta montre. Exact. Donc, ça aide aussi. Tu sais, puis en même temps, il y a comme une espèce de côté apaisant à la trail. Tu sais, parce que souvent, la trail, t'es en nature. Tu sais, souvent, la course sur route, puis que tu te donnes un temps, puis tout ça, là, tu fais ça, c'est ton heure de dîner, vite, go, go, go. Là, avant que les enfants se lèvent, avant de faire le souper, tu te prends 2 affaires, là, t'arrives, tu prends ta douche. Tu sais, c'est comme, on dirait que tu te rends ça dans un horaire de premier ministre. La trail, on dirait qu'on prend plus le temps d'en profiter. Souvent, on va sélectionner un endroit, on va aller essayer quelque chose de nouveau, on va se déplacer, on va, tu sais, ça fait comme une espèce de plus aussi un happening. Moi, ce que j'aime de la trail, les entraînements, c'est des mini-aventures. Chaque fois, tu sais, une grosse journée qui pleut, c'est une belle aventure. Tu sais que ça n'aura pas d'allure en descendant, ça va glisser, ça va être trippant, mais c'est la même trail que tu as fait, mettons, 50 fois, c'est pas grave. Tu vas avoir du fun parce qu'elle va être différente un peu, puis... Tu sais, c'est ça. Courir sous la pluie sur la route, c'est courir sur la pluie sur la route. Tu sais, c'est ça. C'est pas la même game. Puis moi aussi, j'étais un peu comme toi, Bernard, je me suis laissé prendre. Puis dans le fond, c'est un peu ça qui a mené aussi à mon arrêt de training. Je me suis laissé prendre par le chrono, je me suis laissé prendre par la montre, je me suis laissé prendre par les performances. Puis un moment donné, j'avais plus de fun. À un moment donné, t'as plus le goût, t'as plus de fun. Tu sais, c'est comme... Tu sors, puis t'es comme, tu te déçois toi-même à chaque fois. Puis à un moment donné, tu te dis, je sortirai pas aujourd'hui, ça me tente juste pas d'être une déception pour moi-même. Tu sais, tu te laisses embarquer dans une espèce d'allure, puis tout le monde partage leur temps. Moi, j'ai fait tant, moi, j'ai fait tant, moi, j'ai fait tant. Puis là, toi, tu regardes ta montre, tu te dis, ah non. T'sais, ouais, parce que sur route, c'est ça qui te définit, c'est ton temps. C'est ouais. pas le fait que tu l'as fini. Non, c'est ton temps qui est important. Là. C'est juste ça qui priorise, que le monde priorise. C'est ça qui devient lourd. C'est ton temps, c'est ton rang. Tu sais, là, ça, en tout cas, bref, moi, je me suis laissé prendre là-dedans, puis ça l'a mené à, je suis plus capable de m'entraîner pantoute, j'ai plus de fun. Mais ça prend ça pour être quoi? T'es un bon coureur de trail, faut avoir connu la route. Faut avoir fait du kilométrage de route. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que, mettons, pour un 160, je trouve que de courir, mettons, 30-40 kilos sur asphalte, ça, pour le mental aussi, je trouve que c'est important parce que c'est pas tant le fun de courir 42 km sur l'asphalte, continue, puis tout le temps le varger, le même rythme, puis tout ça. Je trouve que ça te forge un mental. Puis dans le bois, un coup, souvent tu pognes un bout avec des chemins, ben c'est du déjà vu, fait que t'es capable après ça, tu sais, dire c'est un 15 sur asphalte, je vais gagner du temps, c'est bon, je pousse, puis ça va bien aller. Sur ce point-là, je trouve que ça vaut la peine. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pourrais dire par contre que j'ai eu l'effet contraire, là, que la route m'a pas assez préparé au niveau mental à la trail. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où moi, quand je faisais un marathon, mais je visais, mettons, 3h20 sur un marathon. Quand je faisais ma course, je savais que ça durait 3h20. Ah ouais. Puis je me disais, si j'explose, je suis capable de garder mon 5 minutes, donc ça ne durera jamais plus que 3h30. Donc c'était une épreuve très définie dans le temps. C'est long, 3h30, mais c'est pas la fin du monde quand tu as découvert après ça la course sur trail. Là. Versus en trail, souvent, surtout quand tu tombes dans des courses avec beaucoup de dénivelé, ton 5 minutes du kilo, maintenant, il devient 8-9 minutes du kilomètre. Puis, quand c'est à Sutton, l'automne dernier, que j'ai décidé de faire un marathon à Sutton. Là. Donc, 2 boucles de 21.1 que j'avais repris le trail de 21.1 de Sutton. Il n'y avait rien qui m'avait préparé à ça. Là. Une course, je pense, ça m'a pris 7h30, 8h. Là. Je le faisais, c'était juste moi-même. Là. Donc, c'était pas une course chronométrée. Là. Mais il n'y avait rien qui m'avait préparé dans la vie à courir 8 heures consécutives en montagne. Là. Donc, moi, j'étais habitué, puis même que j'étais déprimé sans bon sens, je trouvais que le temps avait pas de bon sens, mais surtout, je trouvais qu'il n'y avait aucune fin. Là. Mais parce que l'effort est décuplé. Donc, la route m'avait habitué à avoir des balises claires, de mon effort va durer tant de temps, force fort, mais tu peux toujours être confiant que
max 3h30, t'as fini ta course et c'est réglé. Tu peux calculer dans ta tête que je suis rendu au kilomètre 35 sur asphalte, que tac, ok, à peu près là, je suis rendu, c'est fini. Sutton, comme je disais, c'était 2 tours de 21 que j'ai fait. Le premier, je pense, m'a pris 3h15. Le deuxième m'a pris 4h20. Là. Donc, il n'y avait rien qui m'avait préparé dans mes repères à dire ça va me prendre 1h10 de plus faire le deuxième tour que le premier. Là, parce que j'étais en mode implosion totale. Là. Pour en revenir à Sutton, c'était là que j'ai fait mon premier trail. Oh mon Dieu, je t'ai jamais vu détruire de même. Je vais toujours me rappeler, on a une photo de ça, on a moi puis toi, puis tu me montes, je pense que c'est le dos d'orignal. Puis là, tu pointes, ben là, tu vas grimper ça, après ça, tu vas faire ça, puis tu vas faire tout le tour de ça. Là, je regarde. Et tu vas redescendre et remonter 4 fois à peu près la hauteur de la montagne. Là. Puis là, je sais pas tout. Je suis... Attends... Combien de temps ça va me prendre tout ça, là? J'ai aucune idée, là. Parce que c'était ta première incursion en trail, vraiment, là, à part aller courir tout seul sur le Mont-Saint-Hilaire ou de faire de la rando, t'avais jamais fait de course de trail. Puis un petit peu avant, à peu près comme mon 5 kilos, je suis allé sur le Mont-Saint-Hilaire, je vais aller courir Rocky. Je cours à peu près 3 km. J'ai vomi en haut. J'étais plus capable, là, c'était comme... Ok, puis là, je m'en vais faire de la course de trail. Moi, je suis champion. Puis, tu sais, Sutton, moi, j'habite à Montréal, je m'entraîne sur le Mont-Royal. Il n'y a rien qui te prépare sur le Mont-Royal au dénivelé. T'sais, à part, j'imagine, si tu prendrais le pire pitch de Mont-Royal que tu monterais, descendrais. Là. Mont-Saint-Hilaire, tu dois avoir la même chose. C'est que là, tu tombes dans un dénivelé beaucoup plus intense. Puis donc, tu arrivais probablement beaucoup sous-préparé. Là, pour, sous-préparé, clairement. Moi, dans ma tête, j'ai couru un marathon. Je suis capable de courir un 21 kg en montagne. Ben oui. Puis j'ai failli abandonner après 5. Et cette journée-là, il faisait chaud. Oui, il faisait très chaud. Quand il est arrivé, il était vert. Puis j'ai dit, comment ça va? Il dit, parle-moi même pas. Je suis comme, ok, c'est bon! Mais c'est quand même surprenant que j'ai continué après ça parce que ça a été pénible. Mais j'ai eu des beaux moments parce que veux pas des up and down. Là. Mais ça, après 5 kilos, j'ai failli abandonner. Mais là, t'es dans le bois, pas d'expérience. Où c'est que tu vas abandonner? Où c'est que t'abandonnes d'une trail? C'est comme, je savais pas. Fait que, on va se rendre en haut, me rendre au ravito. Dans ce temps-là, j'avais un camelback. Ah oui, t'étais organisé. Je t'organise en tout croche. Puis là, je l'ai rempli 1,5 litre complet. Ça, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu courir 3 heures avec ça maintenant. Même plus, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, elle au ravito, elle me regardait, elle dit, t'auras jamais besoin d'autant d'eau. Hey, non, tu comprends pas, j'ai vraiment soif. Puis, tu sais, c'était un sac qu'il fallait que j'aille chercher, mais je m'avais mis, j'avais un genre de pochette de cellulaire que je mettais mes gels dedans avec ma ceinture. J'avais ta montre de triathlon dans le bas. Oui. J'avais des bas de compression que je mettais dans ce temps-là parce qu'il fallait mettre des bas de compression. C'est ça que t'étais un fan des bas de compression. J'étais un gros fan longtemps des bas de compression. C'est quand t'as commencé vraiment la trail que t'as arrêté ben, les maintenant, mettre. je les ai pas mis puis ça a pas fait de différence. Fait que... c'est pas trop de la merde, mais ça, mais j'en mets plus. Fait que ça règle la question. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, on regarde cette journée-là versus, tu sais, comme où est-ce que t'es. Tu sais, à matin, t'as couru un 20 kg dans le bois. Ouais, j'ai couru avec mon père un 10 kg, 560 dénivelés positifs. Après ça, avec toi, j'étais allé faire les 2 boucles qui nous donnaient un autre 500 dénivelés positifs, un autre 10. Puis Dr. Luc le sait pas encore, mais demain matin, il va faire un 28 km avec son ouais, c'est ça. Donc, moi, je boirais pas trop de bière si je te dois. Alors, ça va bien aller. On est en yourte. Ça peut pas mal aller, on est en camping. Mais tu sais, c'est ça, c'est la progression aussi. Tu sais, puis je vois la progression psychologique aussi dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, dans ta façon d'aborder tes courses aussi. Ça devient un style de vie, je trouve, la montagne. La course de trail, on dirait que ça t'amène à un autre niveau de... C'est dur à décrire, je sais pas comment le décrire. Mais c'est comme faire de la grosse randonnée, mais rapide finalement. Là. C'était tellement longtemps dans le bois, si tu deviens... Tu sais que la nature est plus forte que toi, tu respectes la nature, puis c'est comme... Ok, je sais pas comment trop le décrire, là, mais... Tu sais, c'est comme, on va y aller comme ça va aller, là. On prend ça avec philosophie. Puis toi, mais dans le fond, t'as toujours fait beaucoup de randonnées, là. Tu sais, dans le fond, la randonnée a toujours fait partie de ta vie. Pour moi, surtout entre elles, moi j'aime beaucoup le dénivelé.
la réalité, c'est que quand ça monte très à pic, on est plus en marche qu'en course. Là. Ouais. Donc, le parallèle pour moi entre la randonnée et le trail est très, très, très grand. Là. Non, donc, c'est ça, c'est deux disciplines qui se ressemblent beaucoup. C'est juste que quand tu es capable de maintenir un certain rythme, ça fait que des randonnées qui auraient été très épuisantes mentalement parce que ça aurait pris 16 heures, mais te prennent à peu près la moitié du temps. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux couvrir beaucoup plus de territoire. Même pour moi, le trail, c'est vraiment de la randonnée exposant deux. Non, c'est ça, parce que... C'est le même sport, là. Quand t'es un bon randonneur... En fait, le trail est plus proche pour moi de la randonnée que de la course à pied. J'avais à choisir entre les deux. Parce que les bons randonneurs sont des bons coureurs de trail. Parce que quand t'as appris à bien randonner, puis t'as, dans le fond, traîné ton cardio à faire de la montée à la marche, t'arrives en trail, puis c'est une sensation que tu connais déjà. Moi, je suis partie de rien. Moi, écoute, j'ai habité toute ma vie ou presque à Saint-Hilaire, là. Je pense que j'étais allée à la montagne 4 fois quand j'étais jeune. Puis c'est pas une habitude. Moi, là, la première fois que j'ai monté une montagne, on est allé au Mont Lafayette, nos premières vacances d'amoureux ensemble. OK? Il y avait une classe de jeunes, un camp de jour de jeunes d'à peu près de l'âge 8 ans, là. Là, j'ai fait mon petit coq, il fallait pas qu'il me dépasse. Ça a pas pris genre 20 minutes. J'avais le cul dans l'eau, j'avais glissé ces roches. Là, tous les petits jeunes me dépassaient en disant « T'es-tu correct? » Puis j'étais vraiment insultée noire. Là, Pierre-Luc a dit « Ça y est, ça va être la pire journée de ma vie. » Puis j'étais comme pas habituée à faire de la randonnée. C'est que pour moi, puis j'étais en forme là, dans ce temps-là. C'était dans le temps où je m'entraînais pour faire des demi-Ironman, des Ironman. Puis l'effort de monter la montagne était comme tellement différent de ce que je connaissais, j'ai pensé mourir. C'est fou comment la randonnée puis le trail, c'est comme un peu un monde à part. C'est pas les mêmes muscles, là. Moi, je me rappelle aussi dans mes grosses saisons de triathlon, j'allais faire une randonnée en montagne, dans les Adirondacks, puis j'étais bien raqué. Alors que je m'entraînais 20 heures semaine à l'époque. C'est ça, t'étais top shape. Donc, c'est vraiment, là, c'est des muscles stabilisateurs que quand t'es sur route, quand t'es en vélo ou quand t'es en nage, à toujours forcer dans le même axe. C'est ça, tu n'as pas besoin. T'en as pas besoin, là. C'est donc, ça, c'est surprenant à quel point, puis là, je parle même pas du trail, je parle de la randonnée, tu peux aller chercher des muscles que même si t'es ultra en forme puis tu fais certains autres sports, ils sont pas sollicités. Puis des fois, même le cardio, parce que la montagne, tu sais, c'est comme, si ça monte, ça monte. Tu sais, le cardio, quand t'es en nage, quand t'es en vélo, ou même quand t'es en course sur route, t'es capable comme de maintenir un certain niveau de cardio, comme un peu toujours égal. Tu connais ta vitesse, tu l'as pratiqué. Puis quand t'arrives en trail, ben quand ça monte à 20 degrés, tu le montes. Quand ça monte à 5 degrés, mais tu sais, des fois, ça monte, ça descend, ça... Puis on dirait que le cardio, ça juste comme mal. Puis je trouve ça vraiment dur. Bref. C'était mon petit éditorial de trail. Je travaille vraiment fort présentement en rando. Mais là, comme moi, aujourd'hui, je suis au niveau que... Tu sais, quand je suis allé m'entraîner avec toi sur les 2 boucles que j'ai faites, mais la première boucle, je l'ai poussée à côté. Mais je savais que c'est pas grave. Tu sais, je sais que j'allais avoir du gaz pour la deuxième boucle. Je vais descendre, puis mon cardio va redescendre. Fait que, tu sais, tu viens que tu te connais tellement en trail que tu sais que cette montée-là, t'es capable de la pousser, mais rendu en haut, tu vas ralentir un peu, 2-3 minutes, ça va être correct. Après ça, tu peux restarter comme si rien n'était. Quand tu fais de la plus courte distance, j'ai quand même fait de 20 kilos, mais je veux dire, je suis capable de me contrôler à cette heure. Ok, pousse là, ça va bien aller, puis après ça, je vais me réajuster, puis je vais me calmer, je vais m'hydrater, après ça, je vais pouvoir continuer comme si rien n'était. Non, c'est ça. Je crampe pas comme mon premier à Sutton, que ça n'avait pas d'allure. Je devais être au kilomètre 15 à peu près, j'ai levé le pied par-dessus une souche, là, pis le mollet complet m'a jamais. Mais je l'ai déposé puis il est venu mou, là. Tu sais, il y a plus de contrôle, il y a plus rien, là. C'était comme, ok, mais là, le monde peut mourir, ça, c'est dangereux, là. C'est quoi cette idée-là? En plus, dans cette course-là, au 15e kilomètre, t'es vraiment creux, là. Donc, non, si jamais tu t'étais blessé, ça aurait été longtemps. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun parce que l'évolution de la course de trail se calcule pas tant en minutes gagnées. Ça se calcule plus en expérience gagnée, en attitude dans le bois. Hein? Tu regardes la côte, ok, ça va être pas pire. Être capable de mettre ses pieds aux bonnes places. Tu sais, c'est... Ouais, comme aujourd'hui, comme expérience, j'étais allé courir avec mon père. Une côte assez difficile.
On l'a tout monté en randonnée. Après ça, on l'a redescendu, mais j'ai un peu plus d'expérience de mon père. Fait que, tu sais, j'ai descendu à la vitesse que je descends. Pas de break, puis ça va bien. Mon père s'est planté 4 fois en descendant. Donc, en essayant de te suivre. En essayant de me suivre. Les 3 premières fois, c'était sur du sable. Ça a bien atterri, mais la 4e, il atterrit dans les roches. Fait que, fendu au coude, genoux, des bleus, 2 orteils quasiment cassés, pis tout ça. C'est là que je me rends compte, ok, mais tout ce que j'ai fait comme randonnée, comme pratique, maintenant ça paye fruit. Ça porte fruit. Ça porte fruit. Ça paye des fruits, ça porte fruit. Mais c'est ça, je me suis rendu compte, ok, tout le temps que j'ai investi, là, il rapporte quand même, parce que j'ai été une couple de mois à cause que le Mont-Saint-Hilaire était fermé, puis mes repères sont revenus vraiment rapidement. Je pense que ça t'a pris, le premier coup, t'as fait « Oh, mes repères! » Ben, j'ai commencé à offer dans la grosse difficulté. Mais le deuxième coup, tu sais, t'as comme fait « Ok, ils sont revenus. » Comment tu t'es senti la première fois que t'es rembarqué dans une trail après des courses pénibles de 60 km sur la route? C'était quoi? Comment tu te sens dans des retrouvailles, là, où t'es en forêt, là? Ben, c'était pas si fun que ça, finalement. Parce que là, mais un peu comme tu disais tantôt, tu sais, le beat de je suis sur la route, je sais une montagne, puis je sais comment je vais rouler. Je suis arrivé dans le bois, puis je roulais tranquillement, puis j'étais découragé, je regardais tout le temps ma montre. Parce que j'avais fait 2 fois 50 une fin de semaine, un 65 après. En fait, t'avais ces chiffres-là dans ta tête. Ouais, c'est ça, j'étais rendu un gars de route. Moi, je fais 50 km en tant de temps, puis 60 km en tant de temps. J'étais rendu un gars de route. Ah, c'est ça, il faut comme tu te déprogrammes. Ouais, c'est ça. Mais la première sortie, c'était pas agréable. Je réfléchissais à tout ça, puis je regardais ma montre. Mais non, tu feras pas ça tout le reste de l'été, là. On n'a pas de fun, là. Fait que là, la deuxième sortie après ça, c'était, gars, on y va rando, en revenant, on va courir, puis mais que ça se place, on court, puis on a du fun. Puis depuis ce temps-là, non, c'est... aujourd'hui, je me suis juste éclaté, j'ai du fun, puis demain, oui, je vais sûrement ressortir. Ah, c'est ça. T'sais, un matin, on s'est laissé au début de la boucle. Bon, ben, fais ce que tu veux, on se recroise un moment donné, puis on est tous les deux partis à notre vitesse, puis on a eu du fun, là. C'était vraiment ça, là. Moi, je trouve que c'est ça le trail, là. Tout le monde va à sa vitesse. L'important, c'est le fun, là. Ouais, puis c'est le fun, parce que, tu sais, comme on parle de la Jacques-Cartier, on t'est jamais venu ici. Non. Fait que là, c'est comme, il y a plein de trails, je veux toutes les découvrir, là. Et on va revenir, c'était ben trop le fun. Tantôt, on a parlé de tes courses, de ton premier marathon, on a switché à Sutton. C'était quoi, on a parlé de ton déclic pour commencer à faire de la course, mais c'était quoi le déclic de dire, moi... C'est bien la course sur route, mais c'est la course en forêt qui m'intéresse. Parce qu'à ce moment-là, c'était moins populaire que maintenant. Donc, c'était un peu marginal là, de faire cette transition-là. Donc, ça a été quoi là, qui a été le point de bascule? Je pense que c'est justement toi et Marilyn qui m'avait emmené en rando une fois ou deux aux États-Unis. On avait fait Mansfield puis le Mont Jay. Que ça a été vraiment un déclic de rester longtemps dans le bois. Tu sais, ta mérite ta vue en haut, même si ces fois-là, il n'y avait jamais de vue parce qu'il y avait des nuages, parce que j'avais la tradition, à trois fois que j'allais faire de la rando avec vous autres, il n'y avait jamais de vue. Là. C'est vrai. C'est vrai. Tu nous portes ta chance. Malheur. Si tu veux être mouillé, si tu veux du brouillard au sommet, t'invites Pierre-Luc, puis t'es toujours sûr d'avoir... On a toujours vu des sommets. À Mansfield, je pense, la première trail que je fais avec eux, la pluie était horizontale, là, ça avait juste pas d'allure, là. C'était les températures pas d'allure. Mais on a eu du fun pareil. Là. C'était vraiment de l'expérience. Mais moi, c'est ça. C'est quand, mettons, t'es au sommet de Mansfield qui pleut horizontal. Là, t'es le soir chez vous puis tu penses à ça. Là. Tu te dis, quelle aventure. Là. J'aurais pu être dans la cuisine à faire du cocooning puis tout ça au frigo. Non, à la place, moi, j'étais sur une montagne où il pleuvait de façon horizontale. J'avais les pieds qui faisaient squish. T'es vivant. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Ça... Tu sais, t'avais un de tes amis qui son passeport, c'était... il était détruit. On était aux États-Unis, il fallait qu'il retraverse avec son passeport. Mais tu sais, c'est ces expériences-là, tu te rends compte que c'est ces expériences-là, quand on soupe ensemble, quand on se parle, c'est ça qu'on parle. C'est pas l'après-midi qu'on a passé à écouter une série Netflix chez nous, là. Tu sais, c'est ces moments-là qui nous rassemblent.
sais, comme la fois où on était allé faire de la rando, que vous étiez partis en énervé dans le bout de Lake Placide. Puis que moi, j'étais partie avec la grosse gang, puis ta mère, puis tout. On avait fait une 20aine de kilos en rando, mais c'était la tempête, il faisait froid comme ça. Ah, c'était écœurant. Mais tu sais, on en parle encore. Puis, tu sais, c'est ces moments-là que tu te rappelles. C'est les fois où tu as eu de la misère, puis tu as réussi quelque chose d'extraordinaire que tu te rappelles. Ouais, c'est quand t'es devant l'adversité que c'est tes meilleurs moments, là. C'est pas quand c'est tranquille chez vous. C'est ça. Tu te rappelles pas de la série Netflix que t'as écouté, tu te rappelles du sommet que t'as affronté pis t'as franchi, là. C'est que, ouais, c'est ça. Puis, t'as couru en 2015, à Sutton? Ouais, je pense que c'était au printemps 2015. Ouais, parce que c'était l'année de mon Ironman. C'est ça. C'est 2015. Mais c'est ça, toi, le switch de course d'asphalte, Ironman finalement, après ça, course de trail, comment t'as vécu les 3 étapes différentes? Qu'est-ce qui a fait que t'as passé de un à l'autre? Ben moi, quand j'ai commencé la course, je pense que depuis 2011, je visais toujours l'Ironman. Donc la course pour moi était une préparation au Ironman. Donc, quand j'ai fait des marathons, la suite logique pour moi, c'était de faire le saut vers le triathlon. Je faisais déjà beaucoup de vélo. J'avais une certaine base en natation, donc c'est une transition qui a été assez facile. Une fois que j'ai fait le Ironman, j'ai fait un très bon temps. Si j'avais voulu m'améliorer, il aurait fallu que je refasse une année d'entraînement épouvantable, là. Puis j'aurais pu viser essayer de me qualifier à Hawaii puis tout ça, mais je trouvais que j'avais fait le tour du jardin. Donc, tu sais, ce qui m'a amené de la course au Ironman, c'était pour moi c'est la suite logique, puis le souci de se dépasser puis de dire je veux aller au maximum, puis à ce moment, en tout cas dans mon esprit, l'Ironman c'était le summum, le nec plus ultra. Je comprends tout à fait, parce que moi aussi j'ai passé par exactement les mêmes étapes. Par contre, ce qui m'a fait aller du Ironman ou de la course vers le trail, c'est vraiment pas l'attrait de dire après un Ironman, là, je veux faire un 80 ou un 100 ou un 160, pas du tout. Moi, c'est vraiment, ça fait 7-8 ans que je roule sur le stress, puis la performance, puis le besoin de me dépasser, puis d'atteindre certains objectifs. Le trail, moi, m'a permis de tirer la plug là-dessus, puis de dire, ça me tente juste de passer du temps en nature, de garder la forme physique, puis de courir longtemps de façon quasiment infinie. Puis cette année, je vais faire un 50 dans 2 semaines, peut-être un 80 à l'automne. Je sais pas ce qu'il va avoir, je vais avoir dans le futur, mais contrairement à ce que j'ai eu, je pourrais dire de 2011 à 2015, où c'était une suite logique de progression constante avec des objectifs, puis un dépassement, puis une progression chaque année. Là, je suis vraiment dans une optique décomplexée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, le triathlon, c'était une suite logique de performance, puis le trail, c'est apprendre... la décroissance. Ouais, une décroissance. Donc, le trail, c'est ma décroissance, même si en bout de ligne, ça me ramène à faire des épreuves qui ont une durée aussi longue que l'Ironman. Oui, puis qui ont une espèce de sens intérieur aussi, là. C'est de la décroissance intelligente. Ouais, parce que c'est tellement un monde différent. T'as les départs des 18 Ironman, puis t'as une course de trail que le gars trace la ligne d'arrivée. Puis moi, je suis plus extrême. Moi, je fais mes trails tout seul. Ouais. Je me fais un sentier que je m'invente, puis je pars, puis ma compétition de l'année, c'est ça, là. Donc... c'est vraiment le jour et la nuit avec le Ironman puis sa méga organisation. Où il y a les F-18, les canons, les feux d'artifice, le Haut-Canada, tu sais, là, c'est sérieusement le décorum du Ironman, c'est juste fou, là. Mais, tu sais, t'as le gala de la veille, tu sais, puis là, moi, j'ai tombé dans la course de trail, j'ai fait, papa, il est pas pareil! Comme toi, t'as fait ton premier au Massif du Sud. Comment ça s'est passé? Parce que je pense que ton entraînement, il a été so-so aussi. Là, parce que... Ben, il était pas so-so, j'étais très en forme. Je m'entraînais à ce moment-là. Je sais pas si je l'avais réussi ou pas, mais ce qui était mon objectif où je venais de l'atteindre, c'était de faire le demi-marathon en bas d'1h30. Okay. Donc, j'étais très entraîné pour faire des demi-marathons en bas d'1h30. Donc, beaucoup d'intervalles, beaucoup de vitesse, du volume, mais jamais plus qu'1h40, 1h45.
Je m'étais dit, un trail au Massif du Sud, 21 km, je vais faire ça les deux doigts dans le nez. Ce que je réalisais pas à l'époque, c'est que oui, tu es capable de faire 1h28, 1h29 sur un demi-marathon, mais Massif du Sud, c'est, je pense, 1100 mètres de dénivelé positif sur 21. Donc, je suis pas un coureur qui est capable de descendre ça en bas de 3 heures, sur un 21 km de 1000 mètres de dénivelé positif. Là. Donc, je m'étais entraîné pour une course d'1h30. Et j'ai fait une course qui a duré peut-être 3h10, 3h15, je ne me rappelle plus du temps. Je peux vous dire que la dernière heure et demie a été vraiment pénible. Puis, j'étais un bon coureur, puis j'étais un grimpeur assez naturel. Mais là, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'entre elles, il y a la montée, mais la descente, quand tu commences à être en douleur... c'est long! Ah, c'est pénible. Puis moi, ma course, j'étais vraiment parti tranquillement. Et tout le long, le Massif du Sud, ça commence avec une montée de plusieurs kilomètres. Donc, toute la première partie de ma course, je faisais juste dépasser des gens. Puis je pense que j'étais rendu très bien positionné. Par contre, le dernier 5 km, c'est une descente de 5 km ultra à pic et j'avais plus aucune capacité musculaire pour gérer cette descente-là. T'as les petits genoux qui tremblent. Je dirais un bon 20% des gens que j'avais dépassés m'ont redépassé au niveau de la descente parce que j'étais incapable de gérer une descente. Mais ça fait mal, là. Puis le monde qui te dépasse vers la fin, là, c'est comme « Ah non, c'est pas vrai, là. » Puis dans une descente, là, tu te dis « Comment, là? » Tout le monde pense que la descente, c'est comme le bout facile. Pas tant. Ouais, ça, faut que tu le pratiques parce que, comme moi, sur mon 160, les montées, j'avais plus de trouble, mais à la fin, les descentes, là, c'est ça qui me détruisait. Quadriceps, là. La montée, c'est cardio, la descente, c'est musculaire. Mais c'est ça, la montée, ça va bien jusqu'à la fin, mais la descente, là, c'est pour ceux qui commencent, pour descendre, il faut que tu n'aies pas le choix de monter, mais pratiquer le dénivelé, ça vaut la peine. Mais c'est ça, faut faire je pense qu'une fois que tu as beaucoup de volume dans les jambes, tu arrives en compétition, tes descentes, tu en as fait beaucoup plus que moi, là. Mais tu sais, c'est ça comme... Les descentes douloureuses, ça doit souvent être un symptôme de j'ai peut-être pas fait assez de dénivelé en entraînement, là. Ouais, peut-être. Oui. Ouais, sur un 160, je pense que c'était juste au 160, on s'entend, c'est de l'explosion que tu essaies de survivre jusqu'à la fin. C'est que 160, c'est quoi le plus long entraînement que tu fais? C'est le 100? Ouais. En compétition, en préparation? Je pense que j'avais fait 80. L'année passée, j'ai fait un 110. J'ai fait Québec comme préparation. Super bien. Donc, t'arrives dans des zones que t'as jamais vues, là, quand tu fais 160. Là. Alors. Ouais, si vous voulez, l'épisode de Québec Mega Trail, c'était un festival de douleur. Ouais. J'ai appris à la dure. Mais il faut apprendre. Mais c'est de même qu'on apprend, hein? Mais sinon, comme entraînement, j'ai fait un 50 kg. C'est pas mal la plus longue distance que j'ai faite. C'était une course pareille, mais j'y allais par principe pour m'entraîner. C'est ça. J'ai fait ça relax. Tu sais, parce qu'à un moment donné, de la longue distance, c'est dans la tête aussi, là. Tu sais, t'as le corps, puis t'as la tête. Ouais, si ta tête est pas là, c'est bon rien. T'es aussi bien d'arrêter. C'est ça. Si on remonte à 2012, là, puis t'es sur la ligne de départ pour ton premier 5 km, fort de 3 semaines et demie d'entraînement dans des rangs. Puis on te dit, non, t'es en 2012, donc on te dit 8 ans plus, même pas, 7 ans plus tard, tu vas courir un 160. Est-ce que tu l'aurais cru? Je recule d'1 an, puis j'ai de la misère à croire que j'aurais eu la possibilité de... Parce que c'est tellement ridicule. Tu sais, tu le fais en auto 160, puis ça a pas... C'est long. Puis tu sais, je me rappelle, mon premier 30 que j'ai fait en auto, puis je me suis fait déposer, puis je suis revenu... Ça avait pas de bon sens comme je trouvais ça long. Fait qu'on dirait que t'as pas le choix de vivre les étapes une par une pour te rendre là. C'est comme... Non. J'aurais la misère à me croire si je revenais du futur puis me parler dans ce temps-là que hey, champion, ça va bien aller. Tu vas faire un podcast qui parle de course de trail, tu vas faire des 160. Ouais, pas sûr. Pas sûr, non. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, la vie t'a amené là, puis, tu sais, c'est sérieusement notre chemin, tu sais, notre chemin se fait un peu de nos expériences, là. Ouais. Tu sais, on a toutes des vies différentes, on a toutes des expériences différentes, on est 3 coureurs différents. Puis, tu sais, la trail nous unit pareil. C'est ça, c'est... Donc, ce qui a l'air d'une montagne, quand tu y vas un pas à la fois, avec de la discipline et de la bonne préparation,
tout est faisable. Moi, c'est ça qui me fascine, là, c'est qu'avec un bon entraînement, puis en y allant un pas à la fois, faut pas perdre de vue, faut pas regarder, je suis sûr quand tu as fait ton 160, faut pas que tu dises il m'en reste 159, il m'en reste 158, il m'en reste 157. Tu te concentres, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus beau avec la trail, ça te ramène au moment présent. La seule chose qui est importante, c'est que j'avance tout le temps. Ouais, c'est donc ça. tu te concentres sur le moment présent, j'avance. Puis en restant dans cet état d'esprit-là, tu commences à faire des choses extraordinaires. Parce que c'est ça, parce que un trail, le nombre de kilomètres, le temps, ça n'a pas tant de référentiel. Parce que l'humain il est capable de pousser la machine. Ouais. C'est souvent notre tête qui nous empêche d'avancer. Fait que... Hey, sous ces belles paroles, je pense qu'on va finir l'épisode comme ça. Tu commences à te parler. On va te parler. On prend un peu de boisson. On est en camping. En camping. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Maintenant, on a un groupe qui s'appelle Ultralala La Horde. Pour rejoindre notre groupe. On fait des discussions, on parle de nos épisodes, on rajoute du stock. On va rajouter des photos. Oui, on parle d'anecdotes, on vous demande qu'est-ce que vous voulez écouter, qu'est-ce que vous voulez entendre. C'est un genre de gros focus group, finalement. Ouais. C'est une place pour vous exprimer. Ouais. Fait que, merci Bernard. Merci à vous pour toujours bien le fun de jaser de course avec toi. Fait que, à la prochaine les coureurs. Bye les coureurs! Sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!